Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Landry Wensomde Wangré, je suis manager des droits humains à Waté et Burkina Faso. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire pour l'opportunité qui nous est donnée de partager l'expérience de travail de Waté et Burkina Faso pour la réalisation des droits humains à l'eau et à l'assainissement. Comme plan de présentation, nous aurons 3 points. Le contexte du secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso en premier point. En deuxième point, les actions conduites par Waté et Burkina Faso. Et en troisième point, les défis et les leçons apprises. Quel est le contexte du secteur de l'eau et de l'assainissement au Burkina Faso? Les cartes et tableaux suivants présentent les différents taux d'accès à l'eau et à l'assainissement selon le rapport annuel de performance du secteur, le rapport 2019. Ces statistiques, comme vous pouvez le constater, ne correspondent pas à celles du Joint Monitoring Programme, le JMP, parce qu'il y a une différence dans les types d'indicateurs utilisés pour déterminer les taux d'accès au niveau national. Les cartes illustrent les disparités entre les régions du Burkina Faso. Les tableaux montrent les inégalités et les disparités entre les milieux urbains et ruraux. En termes de contexte, je dois ajouter aujourd'hui avec l'insécurité et le terrorisme, nous avons plus de 838 000 personnes déplacées internes, dont 60% sont des enfants et 23% sont des femmes, ce qui vient ajouter à la dure réalité en termes de services sociaux de base pour ces catégories de la population. On doit aussi dire que le budget alloué au secteur de l'eau et de l'assainissement, suivant une étude que nous avons réalisée, montre que depuis au moins 5 ans, nous avons une moyenne de 4% du budget de l'État qui est alloué au secteur de l'eau et de l'assainissement. En termes de contexte, on peut rappeler aussi les ambitions et les engagements nationaux pour l'eau et l'assainissement, notamment à travers le Plan national de développement économique et social 2016-2020, où les ambitions pour l'eau potable étaient de 79% d'ici à 2020 et pour l'assainissement de 34% en 2020. Pour les engagements présidentiels à l'horizon 2020, on devrait atteindre l'accès universel pour ce qui concerne l'eau et pour l'assainissement, les taux de 80% pour le milieu urbain et 50% pour le milieu rural. Conviendrait avec moi au regard des statistiques que j'ai tantôt présentées qu'il y a un écart entre ces engagements et puis la réalité du terrain. Juste rappeler, avant d'en venir aux actions proprement dites, le parcours de Waté dans l'intégration de l'approche fondée sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Nous pouvons distinguer 4 étapes majeures dans ce cheminement. Comme beaucoup d'autres organisations, nous sommes partis de la fourniture des services aux bénéficiaires de nos interventions, une première étape. Nous avons ensuite eu des actions sur la gouvernance qui visaient à soutenir le rôle de leadership des gouvernants en tant que décideurs, débiteurs d'obligations dans la fourniture des services d'eau et d'assainissement. Puis nous avons développé l'approche au sein de WaterAid. En partant de notre approche équité et inclusion, nous avons mis en œuvre l'initiative d'apprentissage action sur l'approche fondée sur les droits humains. Et présentement, nous sommes à l'étape d'intégration systématique de l'approche dans nos interventions, dans nos projets et programmes et à sa promotion, divulgation auprès des autres acteurs. Ce diagramme vise à montrer un peu, illustrer l'essence même de l'approche et la façon dont nous l'intégrons dans nos projets. Il est structuré en 3 composantes essentielles. Premièrement, nous autonomisons les détenteurs de droits. Deuxièmement, nous renforçons la capacité des débiteurs d'obligations. Et troisièmement, nous créons des systèmes et des processus d'engagement. Donc, la FDH à WaterAid concerne donc ce changement systémique-là, renforcer la responsabilité, assurer la participation active et à terme modifier les relations de pouvoir. Vous ne pouvez pas responsabiliser les citoyens sans vous assurer, par exemple, que les fournisseurs de services sont en mesure de répondre à leurs demandes. C'est un peu l'entendement que nous avons de cette approche-là. Comment donc nous l'intégrons dans nos actions? Une première étape essentielle consiste à développer les connaissances clés, à comprendre et à rassembler les preuves sur l'approche fondée sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement.
Dans ce cadre et dans le cadre d'une mission que nous conduisons avec d'autres acteurs, la mission FASO, qui est un projet de promotion des droits humains à l'eau et à l'assainissement, qui est mis en œuvre par une dizaine d'OSC et de médias en consortium avec IRC, nous avons mené plusieurs études pour mieux comprendre comment les droits humains à l'eau et à l'assainissement sont intégrés de diverses manières dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ces études ont permis de recueillir des preuves qui ont alimenté nos activités de plaidoyer et d'influence. Je vais juste citer 2-3 études. L'étude qui a permis de développer des indicateurs qui tiennent compte des principes et des critères des droits humains à l'eau et à l'assainissement. Nous avons ici une étude qui a permis de comprendre le système judiciaire, comment est-ce qu'on peut connaître des violations des droits humains à l'eau et à l'assainissement et les poursuivre en justice. On a par exemple l'étude qui a permis aussi de fournir des éléments de preuve sur l'allocation budgétaire au secteur de l'eau et de l'assainissement en termes de ressources. De plus, nous intégrons l'approche fondée sur les droits humains dans nos études de base des différents projets afin de mesurer les niveaux de compréhension des droits de l'homme dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Cela permet d'éclairer la conception de nos projets et d'identifier les indicateurs pertinents pour mesurer les progrès qui sont accomplis. Donc, suivant le diagramme que j'ai montré tantôt, la première composante, c'est l'autonomisation des détenteurs de droits. Donc, comment nous le faisons? Il y a plusieurs types d'actions. Premièrement, nous développons et menons des campagnes pour promouvoir et sensibiliser sur les droits humains à l'eau et à l'assainissement. Nous le faisons par le biais de divers événements comme le Tour cycliste du Faso, le Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, et puis d'autres événements comme la célébration des journées mondiales. Donc, nous influençons les élections nationales et locales pour nous assurer que les candidats incluent l'eau et l'assainissement dans leur programme. Nous travaillons avec les médias pour diffuser des messages d'interpellation et de sensibilisation. Et toutes ces actions-là soutiennent nos efforts pour informer les citoyens sur leurs droits. Ce n'est que lorsque les citoyens sont conscients et informés qu'ils peuvent entamer le cheminement vers l'autonomisation. Deuxièmement, nous renforçons les capacités des organisations de la société civile et d'autres acteurs, tels que les professionnels des médias, les comités locaux de l'eau, les associations des usagers de l'eau, les organisations communautaires, afin de mieux comprendre les droits à l'eau et à l'assainissement et de pouvoir les défendre. Cela se fait par le biais d'enquêtes, de formation et d'appui direct à certaines initiatives qui sont conduites par les OSC au niveau local. Troisièmement, et peut-être le plus important, nous impliquons directement les citoyens et les OSC dans la réalisation de nos projets. Donc, nous reconnaissons que l'autonomisation consiste à être au centre donc des actions et à devenir un véritable acteur de changement. Donc, quelques exemples. On a par exemple l'implication des associations de femmes et de jeunes au niveau local pour mener à bien les projets d'assainissement à travers la formation et plein d'autres choses comme les déclenchements, ainsi de suite. Premièrement, cela renforce leur connaissance sur l'eau et l'assainissement. Ils deviennent donc des avocats de leur communauté. En outre, ils soutiennent le développement organisationnel de leurs associations, ce qui les conduit parfois à participer à d'autres activités, d'autres initiatives qui sont conduites dans leur localité. Et le fait qu'ils soient membres des communautés permet une durabilité. Deuxièmement, nous avons notre approche sur la gestion de la sécurité de l'eau au niveau local, qui permet aux membres des communautés des villages de contrôler eux-mêmes leurs ressources en eau et de se réunir pour prendre des décisions sur leur utilisation. Ensuite, nous diversifions nos partenariats. Tout récemment, dans l'ouest du Burkina, nous avons noué des partenariats avec des ONG de femmes afin de renforcer leur travail sur le terrain. Une autre étape, c'est le renforcement des capacités sur les droits. Donc, à travers le développement de modules de renforcement des capacités et puis la formation de formateurs, nous avons un pool de formateurs qui arrive à faire le renforcement des capacités sur le terrain actuellement. Nous avons aussi l'implication des débiteurs d'obligations dans le développement et la mise en œuvre des différents projets que nous menons sur le terrain. Et nous soutenons aussi toutes ces initiatives de revendication ou de dénonciation de non-respect des droits humains des citoyens via plusieurs mécanismes. Ensuite, on a l'autre volet du diagramme que vous avez vu, la responsabilisation croissante des débiteurs d'obligations. Donc, cela se passe par le renforcement des capacités. Donc, j'ai tantôt parlé de leur implication
dans le développement et la mise en œuvre des projets et l'appui à la fonctionnalité des plateformes pour favoriser un peu la redevabilité. Troisièmement, en référence toujours avec le diagramme sur l'approche fondée sur les droits humains, on voit qu'il y a la création de systèmes, donc de mécanismes. Comment cela se fait? On a par exemple l'organisation des journées de dialogue citoyen au niveau local. On a aussi le suivi des engagements présidentiels en matière d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et d'assainissement via une plateforme dénommée Présimètre. Donc, il faut dire que le Présimètre est un programme de contrôle citoyen de l'action publique et de responsabilisation des citoyens vis-à-vis de leurs engagements, de responsabilisation plutôt des autorités vis-à-vis de leurs engagements. Il repose sur le suivi citoyen des engagements et des politiques publiques à l'aide donc des technologies de l'information et de communication, l'éthique. Donc c'est une plateforme en ligne qui est un outil d'information et aussi un outil de mesure de la performance pour les autorités. Il est mis en œuvre en partenariat avec d'autres ONG au niveau national. Donc, on a aussi la création de plateformes médiatiques pour un peu amplifier tout ce qui est fait. La mise en place de comités de veille, des comités citoyens de veille au niveau local et le soutien au réseau d'OSC pour accroître donc la redevabilité des gouvernants. Et nous ne pouvons pas faire toutes ces actions sans un partenariat efficace. Donc, en termes de partenariat, nous travaillons avec le ministère de l'eau et de l'assainissement, nous travaillons avec le ministère des droits humains, le ministère de la justice, nous travaillons avec le réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau et l'assainissement, nous travaillons avec une batterie de médias au niveau national et au niveau local. Nous avons aussi des OSC locales et des organisations à base communautaire avec lesquelles nous travaillons. Quels sont les résultats que nous pouvons présenter actuellement? Il faut préciser tout de suite qu'au niveau des résultats, tout n'est pas le résultat de nos actions directes, mais il y a aussi des contributions d'autres acteurs, bien entendu. Donc, on a aujourd'hui une volonté réelle des acteurs à tous les niveaux d'intégrer l'approche fondée sur les droits dans leurs plans et dans leurs actions. Donc, aujourd'hui aussi, on constate que l'AFDH est explicitement inclus dans les politiques nationales régissant le secteur de l'eau et de l'assainissement, le secteur de l'éducation également. On a pu développer des indicateurs pertinents qui permettent de mesurer la performance du secteur en termes de réalisation des droits humains à l'eau et à l'assainissement. On a aujourd'hui des exemples concrets de citoyens habilités par notre intervention, notamment des journalistes, des femmes, des jeunes, et puis des personnes vivant avec un handicap, pour un peu booster les choses. Et nous construisons aussi notre apprentissage sur l'approche fondée sur les droits humains et nous partageons nos expériences avec d'autres personnes. On a également un pool plutôt de formateurs qui sont là et qui contribuent au renforcement des capacités, les différentes sessions de formation. En termes de défis, on peut souligner notamment l'engagement et le partenariat avec les organismes publics qui doit être amélioré, qui se présente aussi comme un défi. Il y a l'utilisation efficace des indicateurs pour mesurer les progrès. Une chose est d'avoir des indicateurs, une autre est de pouvoir mesurer les progrès justement à la lumière de ces indicateurs-là. Et cela reste encore un défi. On a l'adhésion des autorités à l'autonomisation des communautés. On sent qu'il y a comme un discours d'acceptation de ce qui est fait qui peine à se matérialiser. On a ensuite comme défi la faible connaissance des mécanismes de justiciabilité pour notamment par les détenteurs de droits. Et enfin, on peut améliorer la capitalisation de nos expériences et la gestion de nos connaissances. Les leçons apprises. Alors, certaines de ces leçons apprises peuvent paraître si évidentes et pas forcément liées à cette expérience spécifique, mais nous disons que ce qui va sans dire va mieux en se disant. Donc, comme leçon apprise, on a le fait que générer des évidences est capital pour ce travail-là, pour ce travail d'influence qui est fait sur le terrain. Le travail avec les médias en tant que partenaire de nos interventions renforce aussi leur rôle et amplifie la portée des messages que nous passons. Il y a l'implication des ministères de l'eau et du ministère de la promotion des droits humains dans l'animation des sessions de renforcement des capacités qui accroît l'appropriation et la collaboration avec les institutions. Donc, on pense aussi que la définition d'une stratégie pour identifier et cibler les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables est essentielle, voire indispensable.
Et enfin, en termes de leçons apprises, les partenariats avec les OSC qui sont axés sur les questions d'équité et inclusion, comme les organisations de personnes vivant avec un handicap, renforcent donc les interventions. Pour conclure, je dois dire que nous ne pouvons pas lutter contre les inégalités sans une prise en compte accrue des droits humains dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et dans le contexte actuel de Covid-19, le constat s'impose que nous ne pouvons pas faire face à cette pandémie sans une responsabilisation citoyenne réelle et accrue, sans des citoyens qui sont autonomisés, capables de réclamer des services adéquats d'eau potable et d'assainissement. Bref, sans effectivité des droits des citoyens à l'eau et à l'assainissement, c'est en vain donc que nous parlerons de la santé pour tous. Et l'approche fondée sur les droits humains peut et doit contribuer donc à tout cela. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à l'écoute pour vos suggestions, vos commentaires et vos questions. Merci.